Bienvenue à tout le monde. Je suis très ému et touché que vous ayez toutes et tous accepté d'être là. On a une particularité, c'est que les éditions du Typhon sont un peu notre maison d'édition préférée, mais on ne le dira pas trop fort. Grâce à Yves, on a pu faire ce genre de rencontres. Donc encore merci Yves d'avoir réussi à nous réunir tous ensemble. Aujourd'hui, on va parler de L'étrange féminin. C'est un recueil donc, de 6 autrices qui ont été réunies par Lucie Hepple. On aimerait déjà savoir comment s'est formé ce projet, qui est très particulier et singulier parce qu'on a peu l'habitude d'avoir ce genre de recueil. On a souvent l'habitude de voir des nouvelles, mais très peu ce genre de texte aussi puissant et évocateur. Ça aurait été bien que Lucie en parle également, mais peut-être tout à l'heure, Yves, tu peux peut-être déjà commencer à nous parler de ce projet-là. Oui, bah, effectivement, j'aurais bien aimé aussi que Lucie soit là. En fait, déjà pour vous expliquer le rapport entre le Typhon et Lucie, nous on se connaît depuis. C'est peut-être elle, non, qui arrive? Non. Non, Non, non. bon. On se connaît depuis quelques années, on se suit pas mal professionnellement, on a fait pas mal de choses ensemble autour du livre. Donc c'est une sorte pour nous de compagnon de route quoi, de la maison d'édition dès le départ. Voilà, dès qu'on avait besoin de choses, qu'elle nous aide sur certains points, elle a été présente. Et comme voilà, ce qui est aussi, c'est quand même un métier, l'édition, on est souvent voilà, assez seul finalement aussi, même s'il y a tout un truc avec les libraires, avec la presse, c'est un métier quand même assez solitaire. Donc moi, j'avais vraiment envie aussi, dès le début de la maison, parce que le projet, c'est presque créé, ça fait 1 an maintenant qu'on travaille dessus. Et quelqu'un non, qui te parle? Comment? Non, non, c'est bon, Yves. En bas, je vois un truc. Ah, ok, excuse-moi. Ça fait 1 an qu'on élabore ce projet avec Lucie. En fait, ça a vu le jour au Salon du Livre de Paris. Comme quoi, il n'y a pas toujours des trucs bizarres qui se passent au Salon du Livre de Paris. Parce que d'habitude, c'est quand même un peu étrange comme endroit. Et en fait, je parlais à Lucie d'un livre qu'on avait. Au départ, on avait envie de servir d'un truc qui avait été fait par Penguin dans les années 70, qui avait demandé à des écrivaines de l'époque, des gens comme par exemple Charlie Jackson, d'écrire des textes en rapport avec les transformations autour du rapport du féminin, des transformations politiques, de la société, etc. Donc, je parlais de ça à Lucie, mais de la difficulté de ce genre de projet, parce que vous imaginez bien qu'après, il faut tout retraduire, qu'il faut aussi aller à la chasse au droit, et ce qui est très compliqué sur des textes épuisés, sur des textes qui sont parus il y a très longtemps, c'est quasiment impossible. Et donc avec Lucie, l'idée germait, elle m'a dit mais pourquoi ne pas essayer de faire ça avec la littérature contemporaine française aujourd'hui? Et en fait, l'idée de Lucie, je l'ai trouvée passionnante parce que le but, c'était de se dire, ben justement, on ne va pas nécessairement vers des auteurs du fantastique. Au contraire, en fait, c'est l'envie aussi, c'est ce qu'on fait dans cette collection-là, c'est l'envie de décloisonner les genres, c'est-à-dire de montrer aussi, on fait souvent une séparation en France, ce qui est moins le cas d'ailleurs dans les pays anglo-saxons, entre la littérature fantastique, d'épouvante, etc., et la littérature dite générale. Et c'était de montrer au contraire comment, en fait, il y a toujours des allers-retours entre ces littératures-là. Elles ne sont pas du tout cloisonnées. Et voilà, il y a toujours un effet de miroir, elles se pénètrent entre elles en permanence. Donc c'est comme ça que l'idée est venue. C'est donc Lucie qui a réfléchi sur voilà, la cohérence à donner au recueil et surtout de qui s'entourer pour faire ça, parce que c'était l'interrogation au départ. Et Lucie a évidemment avait quelques figures comme ça, et elle a beaucoup lu, elle a beaucoup repéré d'auteurs à qui on a demandé ce travail de commande autour de cette thématique-là. Alors, on rappelle qu'il est sorti, que le livre est sorti le 10 septembre. Quel a été l'accueil par rapport à la réception du livre? Bah, là c'est tout frais, c'est la semaine dernière. C'était la semaine dernière. On est aussi, ben voilà, hein, c'est ce que tu disais aussi sur les nouvelles, qui est en France quelque chose qui n'est pas forcément évident sur le marché du livre en France. Mais on commence à avoir beaucoup de retours de libraires qui sont assez enthousiastes sur le projet. On espère aussi avoir d'ici peu des retours de journalistes aussi. Ouais. Lucie, justement, comment dire, dans ses mots qui sont quand même très puissants dès le début du recueil, parle d'un cœur féminin, d'une sorte de célébration. Est-ce que l'une de vous ou Yves peut parler de ce cœur féminin?
Mais je peux dire un mot de ma discussion que j'ai eue avec Lucie. Ce que j'aimais de l'idée du cœur, c'est l'idée de... C'est-à-dire que c'est un cœur, mais en même temps, c'est un cœur où chacune écrit de son côté. Hein. Donc, c'est un cœur... C'est un cœur... C'est-à-dire que j'aimais bien cette idée, en général aussi dans ce genre de collectif féminin où on travaille chacun de son côté. Il n'y avait pas de communication entre nous pendant l'écriture, mais il y a vraiment quelque chose d'étrange pour le dire, qui se passe dans cette écriture accompagnée finalement, parce qu'on sait qu'on écrit chacune un peu dans une étrange compagnie, dans un étrange accompagnement l'une de l'autre, parce qu'on sait qu'on travaille à un ouvrage commun, tout en n'étant pas dans une communication directe. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi de cette idée d'un cœur indirect. Peut-être que le livre creuse même juste comme livre, comme existant dans ce format-là, pas juste par les textes qu'il a, mais au-delà dans le lien entre ces textes-là, si on veut, de cette idée d'une communication qui ne se passe pas par une communication directe. Qu'est-ce qui se passe quand des femmes écrivent ensemble tout en n'étant pas ensemble? C'est-à-dire qu'on travaille à un travail commun tout en n'étant pas... Donc, quand j'ai parlé avec Lucie à la fin, elle me disait « Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le cœur? » Puis, je me disais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de creuser éventuellement ce qui n'est pas juste de l'ordre on aurait tendance à vouloir que célébrer le travail en commun des femmes et l'émancipation féminine par le travail en commun, mais il y a aussi, c'est intéressant à partir du moment où les personnages sur lesquels on a tous travaillé sont des personnages problématiques, à mon avis. Donc, c'était intéressant aussi de se poser la question de qu'est-ce qui est de l'ordre de la communication entre nous, qui ne serait pas juste de la bienveillance ou de l'émancipation collective, là, mais aussi qu'est-ce qui se passe d'étrange entre ces écritures-là, si on veut. Est-ce que vous pensez justement que Lucie a joué ce rôle, entre guillemets, indirect, vous a un peu aiguillé toutes l'une et l'autre pour qu'au final, le texte soit aussi cohérent ensemble? Moi, si je peux te dire mon expérience par rapport moi-même de Lucie. Moi, je l'ai depuis assez longtemps parce qu'elle travaillait au Tripod et que voilà, je sais qu'elle avait déjà travaillé sur mes textes, tout ça. Donc c'était en fait quand elle m'a posé la question de cet ouvrage, sans même trop poser de questions sur comment ça allait s'organiser, etc. Je crois que en fait j'avais confiance dans ses choix de lecture et je crois que moi personnellement j'avais plutôt envie de me laisser guider vers ça. Il y avait comme moi je lis très très peu de littérature contemporaine, donc en fait pour la plupart je connaissais pas le travail, du moins pas bien, de mes co-autrices. Et du coup je trouvais ça juste intéressant justement de laisser advenir les choses. Après sur la question du féminin, c'est marrant parce que même si évidemment c'est une question à laquelle je réfléchis et tout ça, pendant longtemps je m'étais toujours dit je ne veux pas écrire comme une femme plus que comme un homme. Enfin, je ne me posais pas cette question de la féminité en général. Donc moi c'est plutôt le côté étrange qui m'intéressait. Et c'est de ça que j'étais curieuse surtout, c'est d'aller voir à quel point on allait être étranges les unes les autres et à les prendre. Et j'ai été très émue quand j'ai lu le recueil au printemps de voir... des résonances profondes en fait. La plupart, je ne les connaissais pas. Alors, on avait essayé de dîner ensemble une fois à Paris. Donc voilà, forcément, Clara n'était pas avec nous. Mais on ne se connaissait pas bien. Et finalement, on n'avait pas échangé non plus. Enfin, on ne peut pas échanger des choses intimes à la fois ni personnelles ni professionnelles en si peu de temps. Et j'ai été très frappée, moi, par le fait que dans la plupart des textes, il y avait des choses qui résonnaient très profondément de façon assez intime, au moins en termes de parcours littéraire. Et voilà, je trouvais ça assez troublant et je me suis dit, c'est que ça a bien pris, c'est que le cœur, pour moi, n'a existé qu'à partir du moment où j'ai pu lire les textes des autres. Et il m'a semblé qu'effectivement, ça fonctionnait. Puis comme dit Clara, c'est étrange, en fait, on aimerait bien savoir pourquoi il y a quelque chose un peu magique. Enfin, on ne sait pas ce qui fait prendre ça ou pas. Ce sera aussi aux lecteurs de nous le dire peut-être, plus qu'à nous-mêmes. Caroline, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, moi je suis arrivée donc, dans l'aventure un petit peu
Après, j'ai été un petit peu la dernière voix ajoutée à ce chœur féminin suite à une rencontre avec Lucie que je ne connaissais pas lors d'une présentation de livre. Et le projet m'a tout de suite séduit d'écrire comme ça un petit peu à l'aveugle avec des écrivaines que je ne connaissais pas toutes. Je connaissais certaines, mais pas toutes, un petit peu comme je rejoins vraiment l'expérience de Bérengère. Et j'ai été portée, en fait, lors de l'écriture, j'ai été portée par ce travail un petit peu au secret d'une écriture commune. Et j'étais très enthousiaste à l'idée de découvrir ensuite ce que ça allait donner, parce qu'on ne sait pas effectivement, c'est pas une écriture en commun, on ne s'est pas consulté, on était réunis par une thématique commune, par un élan que nous avait insufflé Lucie, par nos propres inspirations. Et puis on a ensuite découvert chacune un petit peu, on a levé le voile au dernier moment en découvrant le recueil une fois constitué. Et le recueil, effectivement, a énormément de résonance et il y a des thématiques assez fortes, notamment la thématique de l'eau qui est comme une sorte de matière féminine et qui est un petit peu au cœur de ce cœur. Une sorte de fil rouge, oui. Si je peux, dans le fond, la question qui s'est posée à chacune de nous, j'ai l'impression, là, je présume, mais peut-être juste rétrospectivement, en fait, c'est est-ce que c'est la même chose écrire porter un livre? Tu sais, parce que Bérengère et Caroline, vous avez utilisé toutes les deux l'idée d'être portée, d'être guidée. Tu sais, puis je pense que je partage ça aussi. Puis je me dis, c'est la question de se dire, quand on écrit un livre, parce que là, il ne s'agit pas juste d'écrire en revue, ou on peut l'avoir fait, d'écrire des courts textes, mais quand on écrit un livre seul, peu importe si on est femme ou homme, mais ça nous place ça nous met face au monde d'une façon tout à fait différente que d'écrire comme ça ensemble à un livre, même si c'est chacun de son côté. Je me dis, qu'est-ce qui fait, tu sais, c'est une question à poser justement, qu'est-ce qui fait que, pour moi, par exemple, j'étais par rapport à toutes ces autrices-là de façon, c'est-à-dire que j'ai publié qu'un seul livre, j'étais dans une expérience qui était très différente. Mais quand Lucie m'a proposé ce projet-là, ça venait au moment où j'étais en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est d'écrire un deuxième livre, ce qui était vraiment très obscur et problématique pour moi. Donc, l'idée à partir de là d'essayer de penser qu'est-ce que c'est d'écrire un livre ensemble, ça nous situe par rapport au monde, il me semble, vraiment différemment. Eva? Bonsoir à tous. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de lire le livre. Donc, la réponse est peut-être dans la préface ou dans la présentation du livre. Mais je me demandais justement quel était votre lien à toutes. Alors, c'est peut-être Lucie qui aurait pu répondre le mieux à la question, mais finalement, comment vous connaissiez Lucie? Pourquoi elle a fait appel à vous? Pour quelles raisons? Bérengère et Caroline, vous aviez un petit peu répondu tout à l'heure à la question. Bérengère, vous disiez que vous aviez travaillé au tripode, enfin, vous connaissiez via le tripode Lucie, mais vous disiez toutes les deux que vous ne vous connaissiez pas forcément les unes des autres, vous n'aviez pas forcément lu les écrits des unes des autres. Donc voilà, je voulais savoir un peu quel était votre point commun pour Lucie, pour qu'elle pense à vous et à vous rassembler autour de ce projet collectif. Ça, c'est vraiment Lucie qu'il aurait fallu le demander. J'espère qu'elle va arriver parce que moi, ça m'intéresserait aussi, j'allais dire. Enfin, non, mais je pense que très clairement, il y a. Enfin, évidemment, je ne veux pas parler à sa place, mais quand je vois le résultat, en tout cas, j'ai évidemment pas lu tous les livres de toutes les co-autrices, mais je pense qu'il y a quand même une forme de sensibilité. J'allais dire, enfin, déjà, j'ai presque plus envie d'insister sur la notion d'étrange que sur
quand j'ai fait mes études, j'avais travaillé sur le moine d'Artaud, le moine de Lewis, enfin Artaud réécrivant le moine de Lewis, etc. Et je dois dire que je pense que c'est aussi, pour Lucie, j'imagine que de demander à des femmes sur ce thème, c'est surtout qu'elle imaginait qu'on avait une capacité sans doute à sortir de la réalité, à exprimer autre chose que... je pense que je me demande, j'aimerais vraiment qu'elle puisse répondre. Je pense qu'elle nous titille et je pense qu'elle a peut-être cherché à nous faire sortir aussi de nos... Elle a dû sentir une sensibilité chez nous et en même temps essayer de nous faire sortir de nos terrains de jeu habituels. Pourvu que Lucie arrive pour nous répondre. Moi, quand même, pour avoir... oui, Yves est quand même... avec Lucie, mais ce que tu dis, Bérangère, est très, très juste. Je pense qu'elle a senti, quand on a fait le choix, c'est aussi les capacités que vous avez toutes. On sent qu'à chaque fois, il y a un chemin de traverse qui se fait, quelque chose sur l'étrange, dans tous vos textes. Vous n'êtes pas toutes là, mais en tout cas, que ce soit chez Clara, Caroline Bérangère, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui dévie dans votre littérature quand même. Ouais, et peut-être même aussi sur la forme. Je veux dire que, alors moi, ça c'est aussi ça qui est chouette, que moi j'ai aimé dans le recueil, c'est qu'on est face à plein d'écritures différentes. Sur des formes de narration totalement. Mais qui n'est pas non plus, qui n'est pas sans, comment dire, parce que moi l'expérience que j'ai eue, Yves, si je peux ouvrir le rideau d'une façon si peu sans pudeur, mais c'était intéressant parce que Lucie, elle a effectivement cette capacité cette grande sensibilité à lire l'autre, c'est-à-dire que on pourrait penser que c'est évident quand on travaille dans les livres, mais non, ce ne l'est pas. Elle a vraiment une capacité d'être sensible à qu'est-ce que c'est l'écriture de quelqu'un, qu'est-ce que c'est ce que cette écriture travaille, mais ce qui m'a étonnée, puis ça, je le savais parce qu'on se connaît depuis pas si longtemps, mais ce qui m'a étonnée, c'était quand même sa capacité, sa préoccupation d'harmoniser quand même. Puis par harmoniser, je ne le dis pas dans un sens de uniformiser, mais elle avait une préoccupation elle était capable de quand même, je pense, puis dans mon cas, donc je vous donne un exemple concret, quand elle m'a parlé de ce projet-là, donc moi, j'étais dans une période où j'étais en train de tâtonner par rapport à différents projets, en tout cas, bref, et j'ai écrit un premier truc qui était un peu trop... qui était un peu à l'ouest. Puis Lucie m'a dit, écoute, ce texte-là, c'est juste que je vois pas comment il s'harmonise au reste. Puis sur le coup, je suis comme, oh merde! Donc, puis on en a parlé, puis justement parce qu'elle était capable de dire très clairement de quoi est-ce qu'il s'agissait. Puis en fait, j'ai dit, d'accord, j'ai essayé encore une fois, je suis retournée, puis en 2 mois ou 1 mois, j'ai réécrit un autre texte complètement, qui était en fait le texte auquel j'avais pensé au départ. Mais c'était ça qui était impressionnant, c'était qu'aussi, c'est pas un ensemble disparate, aléatoire. C'est ça que je veux dire. Il y a quelque chose aussi d'homogène. Ouais. Une cohésion. Je dirais pas homogène parce que quand même homogène, ça serait une question d'arrondir les angles ou de voir pour que ça s'imbrique complètement. C'était pas que ça s'imbrique complètement, mais il y avait la préoccupation chez Lucie que justement, si on revient à l'idée du chœur, même si, mettons que ça serait un chœur comme de musique contemporaine, là, mais pas non plus de musique concrète, genre. C'est-à-dire qu'il fallait quand même qu'il y ait quand même même si on avait chacun une tonalité très différente de ce qu'on voit dans les textes qui ont une forme, il fallait qu'il puisse y avoir quelque chose qui passe entre ces textes-là. Une cohérence? Donc, une certaine cohérence, oui. Oui, puis en plus, sur un terrain comme celui de l'étrange, ça aurait pu être dangereux, quoi. Parce que dans l'étrange, il y a beaucoup de choses. Moi, j'avais posé la question à Lucie, parce que donc, quand elle m'a dit ça, j'ai évidemment... je ne sais plus si c'est elle qui me l'a dit, ou si on en a parlé assez vite, mais il y avait une référence à la littérature gothique, un truc assez codifié, en fait. Et je lui ai dit, moi, Lucie, que je ne vais pas faire des trucs codifiés. Je veux dire, je ne vais pas réussir à me fondre dans un moule. Donc, on est d'accord que l'étrange, il est assez libre. Elle me l'a dit, oui, bien sûr, il est assez libre. Mais en même temps, je voyais qu'elle avait quand même, en tout cas, dans la façon dont elle m'a parlé du projet, elle avait quand même quelque chose en tête. Voilà. Et je pense, et à cette époque-là,
voilà, peut-être qu'elle avait pensé à moi. Dans les premières, je ne sais pas, mais sans doute comme on se connaissait depuis quelques temps, je pense qu'elle m'en a parlé assez vite, en fait. Et je sentais bien que pour elle, c'était dans le choix des autrices qu'elle allait faire que la magie allait devoir pouvoir opérer. Et voilà, je pense qu'elle l'a fait. C'est vraiment dommage qu'elle soit pas là. Je viens de lui envoyer un texto pour lui demander qu'est-ce qu'elle faisait. Mais, non, mais parce que vraiment, même pour nous, en fait, ce serait très intéressant parce que, je sais pas, moi, c'était chouette aussi de lire les autres textes et de dire, c'est chouette qu'on ait pu nous faire voisiner, qu'on puisse... Mais cette question du gothique dont tu parles, Bérangère, c'est aussi au tout début, quand on en parlait avec Lucie, c'était aussi ce dont on avait envie, nous, par rapport au travail qu'on fait sur cette collection, sur les hallucinés, c'est-à-dire aussi et je pense que vous le faites un peu aussi quand même toutes sur la question de la filiation aussi. On sent quand même que le recueil est pris aussi dans une question de l'histoire de la littérature. Que ce soit, bon, évidemment, ton texte Clara, que ce soit le texte d'Hélène Frappa, que ce soit le texte de Marie Cosnet, quand elle parle des Hauts d'Hurlevent, mais même que le tien Bérangère, Caroline, il y a aussi ce qui est assez beau, je trouve, aussi dans ce type de littérature, c'est-à-dire que ça fait appel aussi à tout un inconscient collectif, à la question des mythes, à la question des contes. Et je trouve que ce qui fait aussi sens dans ce recueil, c'est à la fois ce truc autour de la littérature gothique, d'une forme d'émancipation, ce qui est très bien d'ailleurs dans le texte de Marie Cosnet quand elle parle des hauts, c'est aussi quelque chose des Hauts d'Hurlevent d'Émilie Brontë, quelque chose qu'il a suivi tout au long de son parcours d'écrivain. Et je trouve quand même qu'il y a ça aussi qui fait unité, c'est-à-dire comme une sorte de filiation littéraire finalement aussi, quoi, dans l'entièreté du recueil, que ce soit sur le déplacement du gothique, du fantastique, de la question des contes, des mythes. Je pense qu'il y a ça aussi qui donne une certaine forme comme ça quand on le lit, de sensation quand même, mine de rien, quelque chose d'assez homogène, même si... Après, il y a ce truc dont on a parlé tout à l'heure, il y a les fluides, voilà, il y a l'eau. L'eau est très importante et plus largement que l'eau, la nature, en fait, il y a vraiment un truc. Alors là, par contre, j'ose une hypothèse un peu triviale, hein, mais je pense que là, moi, j'imagine que les unes et les autres, on a l'impression d'écrire un peu en marge des modes et tout ça, mais je pense qu'on est quand même traversé par des inquiétudes contemporaines, par des courants. Voilà, je parle. C'est difficile de ne pas parler même si moi, je suis toujours très méfiante, enfin pas méfiante, mais je me tiens à l'écart des mouvements, des choses comme ça, mais l'écoféminisme est quand même quelque chose de présent. Enfin voilà, donc on est traversé par ça, mais il y a aucun texte. Par exemple, voilà, on serait sur l'étrange féminin, il me semble pas qu'il y ait un militantisme forcé, loin de là. Par contre, il y a j'allais dire comme une puissance féminine obscure qui est à l'œuvre un peu dans tous les textes, il m'a semblé. Voilà, oui, tout à fait, ouais. Oui, pour te rejoindre, je trouve qu'on n'est pas dans un cœur de féministe, où il n'y a aucune revendication féministe dans ce recueil, il me semble, mais on est dans une écriture une écriture écoféminine, je dirais. Donc on soulève effectivement cette puissance féminine qui est très liée à la nature, aux puissances voilà, de l'eau, des arbres, enfin des éléments en fait. Et on convoque, il me semble qu'il y a ce fil rouge dans le recueil, qui a cette convocation des forces élémentaires et qui sont liées au surgissement de l'étrange, de l'étrangeté. Et en fait, là, ce qui me frappe un peu, parce que voilà, moi, ça fait quelques mois, je l'ai lu en juillet. Donc, j'ai pas. Au fur et à mesure qu'on parle, en fait, les textes remontent, les souvenirs. Mais il me semble qu'il y a quasiment que des personnages féminins forts, mais pas forts écrasants, quoi. Mais il n'y a pas de. Enfin, ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a pas de personnages victimes. Il y a des personnages qui se laissent plus ou moins porter par les éléments, et souvent c'est l'eau, si je ne me trompe pas. Oui. Les rêves aussi, dans le texte de Marie, c'est quand même très très fort. Alors là, le texte de Marie, c'est à la fois porté par la littérature et par quelque chose de beaucoup plus impalpable qui est l'émotion, la réflexion, la poésie tout ensemble. Enfin, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont tressées en fait les unes aux autres. C'est ça. C'est qu'il y a pas. Il me semble qu'il n'y a pas de. On n'est pas dans un truc où chaque texte serait un univers à part et très tranché avec un parti pris très fort.
On a au contraire, il me semble, des résonances d'un texte à l'autre avec des choses plus ou moins appuyées, la nature plus ou moins appuyée, les fluides plus ou moins appuyés, qu'il s'agisse du sang ou de l'eau ou tout ça. Le conte plus ou moins appuyé, le mythe plus ou moins appuyé, la maltraitance, elle effleure, mais elle s'empare jamais de rien très longtemps. Enfin, voilà, c'est peut-être là qu'il y a une cohérence aussi. La question du désir aussi, je trouve. Ah oui, un peu quand même. Complètement, ouais. Mais je veux dire, le désir, pas que le désir sur les questions du corps, mais aussi le... Non, sur la soif, ouais. Oui, Sandra? j'étais ça d'ailleurs aussi. Pardon. Oui. Non, vas-y, je t'en prie. Sandra? Bonsoir à tous les quatre. D'abord, merci d'être avec nous. Puis, merci à Yves pour ce livre vraiment original. Enfin, j'ai découvert. Enfin, ce qui est original surtout, c'est que déjà en France, on publie peu de recueils quand même de nouvelles. Et puis, cette thématique, enfin, qui est vraiment surprenante, que je serais peut-être pas allée chercher de moi-même s'il n'y avait pas eu ce soir en fait. Ce livre-là ce soir, donc je suis ravie. J'avais une question pour toutes les trois. Je me suis imaginé que c'était quand même assez difficile de répondre à une demande quand on est écrivain, parce que finalement, c'est quand même assez... ça réduit un petit peu le champ peut-être de l'inspiration, je ne sais pas. Alors justement, je voulais savoir comment vous aviez réussi à répondre à cette demande, et puis si... finalement, vous avez été plus attiré par l'étrange ou par le féminin? Est-ce qu'il y a dans votre inspiration un des deux domaines qui a primé sur l'autre, qui a pris le dessus en fait sur l'autre? Voilà. Merci. Bon, je me lance sur la réponse. Pour ma part, j'avais écrit en fait un embryon de nouvelle. Et j'étais très heureuse que cette nouvelle, que cet embryon nouvelle puisse trouver un écho. Et quand Lucie m'a proposé de prendre part à ce texte, à ce livre. Et donc finalement, c'était plutôt une rencontre dans les deux sens. C'est-à-dire, je n'ai pas vraiment imaginé ce texte de but en blanc à partir de rien, mais j'ai pu justement déployer une nouvelle que j'avais déjà écrite de manière embryonnaire, et puis voilà, je me suis autorisée à vraiment la déployer. C'était un projet qui patientait, hein, comme on a souvent plusieurs projets qui patientent, qui couvent, et puis il y en a un qui va tout à coup émerger. Et là, donc j'ai pu donner libre cours à cette nouvelle-là. Et pour moi, dans cette veine, l'étrange et le féminin étaient intimement liés, en fait, intimement tressés. Et justement, j'ai pas réussi vraiment à faire la part des choses, et c'était deux forces qui étaient conjointes et qui travaillaient vraiment cette nouvelle. Moi, c'est drôle, par rapport à la question de... Merci pour ces questions. D'abord, c'est par rapport à la question de la demande. Moi, j'adore répondre à des demandes en littérature parce que j'ai l'impression que pour une fois, c'est pas moi qui demande quelque chose. Je pense que... Je sais pas si... Enfin, pour moi, je pense que je suis toujours par défaut prise dans ma tête. Alors, quand quelqu'un me demande, d'avoir une demande comme ça, pour moi, c'est vraiment une façon de sortir de mes obsessions. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un me demande, pour moi, c'est vraiment comme si quelqu'un me demande d'imaginer avec eux. C'est comme si on pouvait demander rêve pour moi. C'est comme imagine, délire pour moi. C'est comme, moi, j'ai cette obsession-là parce que souvent, quand les gens vont aller jusqu'à vouloir créer un projet en commun, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui les habite puis qui les titille, du moins. Et alors, j'ai l'impression que pour
pour moi, c'est vraiment une des choses les plus agréables c'est de pouvoir délirer pour quelqu'un. C'est de pouvoir entrer dans leur obsession, dans leur délire, dans leur désir, justement, comme tu disais, Yves, puis d'essayer de désirer pour eux. Puis, alors que dans la vie, peut-être que justement, on est un peu pris dans l'idiosyncrasie de nos désirs. Alors, ça, c'était pour la première question. Ensuite, moi, je réfléchis, je pense à ce que Bérangère, tu disais, Caroline, tu disais par rapport au féminin. Puis, je pense qu'il m'a laissé une certaine liberté dès le départ aussi, c'est que c'était la question du féminin. Je pense que j'étais contente que ça soit la question du féminin plutôt que la question de la femme. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu compliqué en ce moment de penser ce que c'est l'écriture de la femme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'intéresse, puis c'est quelque chose avec quoi... C'est un problème, ça reste un problème en ce moment pour moi. Puis, donc, pour moi, c'était l'opportunité de penser comment l'étrange féminin... La question d'un étrange féminin permettait aussi de questionner qu'est-ce que cette étrangeté qu'on a imaginé aussi, parce que c'était la question il y avait l'idée de reprise dans le livre, donc il y avait l'idée de reprise d'un imaginaire pour le re-questionner aussi. Donc, qu'on associe à ce qui serait un étrange du féminin, comment cet étrange du féminin-là pourrait aussi questionner nos notions de ce que c'est un masculin, de ce que c'est un féminin. Donc, dans mon texte, puis j'ai reconnu ça dans plusieurs textes aussi, puis je ne sais pas si c'est quelque chose qui était volontaire, mais dans ton texte, Caroline, c'est très évident, c'est-à-dire que c'est aussi ce personnage masculin est lui aussi emporté, c'est-à-dire que c'est les limites de ce personnage masculin-là aussi qui deviennent très labiles dans ce texte-là. Puis pour moi, c'était vraiment c'est pas pour rien que mais c'était Rachilde, c'est-à-dire que pour moi qui travaillais à partir du texte de Rachilde, ça me fascinait à quel point à la fois elle avait voulu penser un féminin qui était vraiment du côté du mal, c'est-à-dire comment est-ce que... Mais elle renonce pas, c'est-à-dire que dans ce texte-là de Rachilde ne renonce pas pour le personnage de Marie Barbe, ne renonce pas au féminin. Il y a quelque chose qui veut exprimer une espèce de pointe du féminin, mais à travers en survivant par le mal, si on veut, par la cruauté. Puis, dans cet univers-là, c'est le personnage masculin de Paul qui... c'est lui qui coule. C'est-à-dire que je voulais aussi essayer... Ce texte-là était vraiment pour moi Donc, c'est ce que je veux dire aussi quand je dis d'avoir la demande de quelqu'un, ça nous permet aussi des fois de déplacer ce que nous, on serait porté à travailler comme ça par caractère obsessionnel ou par désir ou par... C'est-à-dire que moi qui est d'habitude plus dans ce qui coule, dans ce que... Comment est-ce que... Un féminin qui coule, justement, un féminin qui serait dans l'informe. Mais là, je me suis dit, OK, prenons ça pour essayer de penser aussi comment est-ce qu'à partir du moment où on entre dans le domaine d'un féminin étrange, est-ce que aussi il peut avoir le masculin... Est-ce qu'il peut avoir un informe masculin? Est-ce que le masculin peut aussi être contaminé par cet informe-là, parce qu'il coule, parce qu'il perd ses limites, Ouais, c'est chouette. Dans ce que dit Clara, alors moi, ça s'est passé un peu différemment, mais le côté rêve pour moi, délire pour moi, c'est vraiment ça qui est intéressant. Moi, au départ, le texte est... donc, sans raconter tout, donc c'est une femme... on va dire, en fait, c'est une espèce de vision que j'ai eue il y a une dizaine d'années en me promenant dans un canyon en Provence. Enfin, je voyais des pierres avec des formes bizarres et je me disais, mais qu'est-ce qui se serait passé ici s'il y avait eu un seul être humain qui aurait été une femme avec des pierres, je sais pas quoi. Donc et en même temps, ça restait très anecdotique comme idée dans ma vie. J'ai pas vécu 10 ans avec ça comme obsession. Mais quand Lucie m'a demandé un truc étrange, c'est vrai que ça m'est revenu spontanément. Et voilà, et puis je pensais en faire un texte comme ça, sérieusement, mais voilà. Et en fait, pour moi, ça a carrément viré à l'obsession depuis.
notamment quand je suis sur les peuples autochtones ou Hopi ou tout ça, donc mon rapport au territoire est fort déjà. Mais là, ça a donné une focale sur une partie du paysage que c'est pas que je l'avais négligée, mais ça a accentué très très fortement un axe de recherche que j'avais en moi, mais qui n'est pas si fort que ça. Et donc du coup, c'est presque bouleversant. Ça me... beaucoup. On vous entend très mal, Bérangère. Ouais. Qui est pas, je pense plus tard, parce que c'est d'autres la connexion qui n'est pas formidable. Oui, il y a des gros problèmes de connexion. Ouais. On vous entend de manière saccadée, c'est dommage. C'est légèrement mieux. Oui. Et justement, je rebondis sur ça. Bon. Est-ce que là, ça va mieux? Pas tellement. Non, vous êtes figé. Oui, des fois de fermer puis de revenir, c'est vrai que ça... Oui, essayez de vous reconnecter, Bérangère. Ouais, je vais faire ça. Donc, je quitte et je reviens ou je fais juste la connexion? Alors, je ne vais pas quitter la réunion, je vais juste enlever la connexion. OK. Vous pouvez peut-être parler pendant ce temps. Oui, bien sûr. Je rebondis sur ça par rapport au fait que vous ayez peut-être eu carte blanche sur le texte. Comment Lucie vous a délimité le sujet? Est-ce qu'elle vous a simplement dit l'étrange féminin ou est-ce que vous avez eu une liberté totale sur votre texte? Alors moi, je viens de revenir. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait la question au départ, je pense que ben d'abord, je pense que Lucie étant quelqu'un qui comprend justement le rôle du désir dans l'écriture, elle voulait nous lancer des évocations pour voir qu'est-ce qui allait... Je pense qu'elle est un peu allée à la pêche dans notre imaginaire pour voir qu'est-ce qui allait prendre comme ça. Peut-être que j'ai tort, hein, mais c'est ce que je présume de son intention. Mais donc, au départ, il y avait vraiment l'idée de... Donc, peut-être que j'ai retenu ce qui m'intéressait, mais il y a vraiment l'idée d'une reprise d'une certaine utilisation d'un certain emploi, puis peut-être qu'emploi, c'est pas le bon mot, mais de la littérature par ces écrivaines du gothique pour penser un certain féminin, si on veut. Donc, comment est-ce que ces écrivaines du gothique avaient, parce que c'était quand même un thème au départ, si on veut, avaient exploré différents univers de l'étrange pour, donc non pas comme plutôt que d'écrire un essai sur le droit des femmes, ben, avaient plutôt exploré ces univers étranges pour formuler une certaine critique de ce qui était de l'ordre de la domination et de la contrainte des femmes à cette époque-là. Puis de l'ordre dominant aussi, après ça, on peut le penser, pas que, j'espère qu'on peut le penser en dehors de juste des hommes envers les femmes, mais aussi de juste la domination du pouvoir, quoi, sur les plus vulnérables. Alors, donc, il y avait cette idée-là de comment la littérature avait fait ça à cette époque-là, puis comment est-ce qu'on pouvait le réinterpréter aujourd'hui. Qu'est-ce que ça voulait dire aujourd'hui? Puis c'est ça qui est intéressant aussi dans le recueil, parce que comme c'est pas tous les textes qui ont fait ce lien-là de façon aussi évidente, je trouve que c'est intéressant parce que ça crée justement une espèce de mouvement entre les textes qui se reportent plus à ces textes du 19e siècle et des textes qui sont beaucoup plus, comme celui de Bérangère, par exemple, qui sont dans une espèce d'intemporel, finalement. Moi, du coup, j'ai... Ah, si. Ça va pas mieux. Essayez Bérangère à nouveau, ça devrait être bon peut-être? Non. Caroline, vous vouliez rebondir sur... Moi, je vous entends à peu près bien. Et si vous ne m'entendez pas super bien, ça va là à peu près? Oui, là c'est bon. En fait. Ouais. Que je peux faire. Essayez de quitter la conversation et de revenir. Que je vais faire. Non, ce que je vais faire, c'est accrocher votre Wi-Fi. On ne vous entend pas, Bérangère. Essayez de vous reconnecter. Quittez la conversation et reconnectez-vous. Ce sera plus simple. Caroline? Ouais, ça marche. Oui. Par rapport à justement la liberté du texte,
vous aussi, vous aviez une liberté totale? Comment vous avez un rapport à la nature qui est très philosophique et poétique. Donc, j'imagine que vous étiez dans vos cordes, hein, clairement. Vous étiez dans du papier glacé, typique pour vous. Comment s'est passé justement cette délimitation du texte? Lucie a eu beaucoup de... C'était un accompagnement comme du velours, en fait. C'est-à-dire que je ne me suis pas sentie délimitée ou limitée d'une quelconque manière. On avait discuté, enfin, il m'a présenté le recueil, on avait discuté moi, j'avais déjà cette nouvelle qui avait envie, qui avait besoin de ressurgir et qui pouvait là trouver sa place parce que c'était une histoire de femme, c'était une histoire autour de l'étrange, c'était une histoire assez poétique, c'est-à-dire ce sont les éléments des chaînes, hein, puisqu'il y a deux personnages qui sont confrontés à un déluge, au déchaînement des éléments naturels et qui vont brouiller un petit peu tous les repères classiques, tous les repères du monde. Donc là, on est dans une perte des limitations. Et voilà, ma question, c'était qu'est-ce qui se passe quand tous les repères sont brouillés? Et j'en avais parlé donc avec Lucie dès le départ de cette thématique. Et elle m'avait dit, oui, ça s'inscrit, ça pourrait tout à fait s'inscrire dans ce recueil. Et elle m'a laissé, à partir de là, carte blanche. Et finalement, c'est à la lecture du texte ensuite qu'il y a eu que le texte, que j'ai pu voir si le texte trouverait vraiment son écho, et ça a été le cas. Enfin voilà, il y a eu ensuite un petit peu de travail éditorial dessus, mais voilà, je me suis sentie vraiment très libre dans ce déploiement de l'imaginaire. Bérangère, ça a l'air d'être mieux, on vous voit bouger. Ah. Oui, je me suis rapprochée du poste Wi-Fi déjà. Ah oui. Mais donc j'ai loupé. La question, c'était précisément sur nos textes, c'est ça? Oui, sur la délimitation du texte, sur votre liberté du choix, en fait, du sujet, c'est-à-dire l'étrange féminin. Est-ce que vous auriez pu aller peut-être plus loin dans différentes autres thématiques, ou est-ce qu'au contraire, le cadre était déjà fixé? Alors, du coup, je vais essayer de vous redire ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'en fait, ça a carrément... au départ, moi, c'est parti de quelque chose de... Quand Lucie m'a demandé ça, j'avais donc une idée, un souvenir comme ça de balade où j'avais vu dans un canyon. Je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qui serait passé si une jeune femme s'était retrouvée là toute seule il y a, je sais pas, 20 000 ans ou 3 ans. Et en fait, moi, j'ai creusé un sillon avec ça qui était super fort, que je n'avais pas prévu. C'est-à-dire que y a eu le travail du texte, et j'ai rendu le texte, et puis voilà, j'avais l'impression d'avoir fait ce petit voyage dans le monde minéral. Et en fait, après, ça a déclenché tout ça. Je disais que tout à l'heure, quand Clara avait dit que c'est assez excitant quand quelqu'un vous dit délire pour moi ou rêve pour moi. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Et puis, du coup, il y a un champ qui s'est ouvert complètement, que je suis toujours en train d'explorer plus ou moins. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un genre de vibration. Donc après, il n'y avait pas de limite. Enfin, j'allais dire, il n'y avait pas de limite avec un thème comme l'étrange féminin. On a quand même l'impression qu'on peut aller assez loin. Après, moi, j'ai fait un peu ce que j'avais fait dans mes 2 derniers romans, c'est-à-dire que je me suis dit, le thème est tellement déjà bizarre en soi que je ne vais pas aller dans l'étrangeté de l'écriture, parce que voilà, c'est des choses que j'ai pu faire à d'autres moments. Là, j'ai adopté une forme de récit assez classique, on va dire, mais justement pour pouvoir déployer toute l'étrangeté des thèmes, quoi, et faire en sorte que ça soit quand même... Ça, c'est peut-être aussi la question, c'est que quand on écrit à plusieurs, je sais pas, puis je l'ai trouvé aussi, j'ai trouvé qu'il y avait dans l'ensemble des textes, il y a des écritures vraiment différentes, avec des formes différentes.
je veux dire, on affleure la poésie très souvent, on y est même carrément à plein d'endroits et tout. Mais il me semble qu'aussi, il n'y avait pas de... Je ne pense pas que ce soit une forme de politesse, mais il y a une forme de rythme. C'est comme vraiment, voilà, ben, comme dans un chœur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des voix différentes, des tessitures différentes, mais globalement, on est quand même dans quelque chose qui garde une forme de cohérence. Et donc voilà, donc pas de limite. Alors on a aussi à la limite qu'on avait par exemple, c'était à peu près la longueur du texte. Et c'est vrai que ça donne déjà quand même un cadre. Et ça, mais c'est comme souvent les contraintes, c'est super intéressant puisque enfin moi j'ai toujours cette impression là que ce qui vous contraint, ça vous rend plus fort aussi parce que vous êtes obligé de vous frotter à des choses. Par exemple, moi je dis pas que j'aurais pu en faire un roman, mais enfin, je veux dire, le texte aurait pu se dilater et c'est bien qu'il se dilate pas, en fait. Il garde une certaine force comme ça. On est aussi dans un format où on peut se répéter. Moi, je me répète un peu, dans le sens où, je veux dire, c'est comme dans les mythes ou dans les contes, les événements reviennent en se modifiant légèrement. Donc voilà. Mais moi, je trouve souvent que la contrainte, c'est bien. Ça permet d'affiner. Ouais. Stéphanie? Ouais. Oui, bonsoir à tous et à toutes et merci d'être là parce que c'est vraiment fabuleux d'avoir tous ces auteurs ensemble. Alors moi, je l'ai lu cette semaine, le recueil, et donc je me suis demandé d'abord ce qui les rassemblait. Alors l'étrange, c'est évident, et sur le féminin, c'était une question qui m'intéressait. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas féministe, c'est sûr, mais il y a quand même la question de la femme qui est très centrale dans cette étrangeté. Et j'ai eu l'impression quand même, et peut-être que je me trompe, qu'il y avait chez toutes, même si vous ne vous êtes pas concertés, il y avait cette volonté de casser quand même une certaine image traditionnelle de la femme, donc en la faisant passer par plein d'états très différents et en jouant même parfois de certaines images que les hommes ont parfois renvoyées des femmes dans la littérature. Et donc, je me suis demandé si votre volonté, ça n'avait pas été aussi de vous emparer justement de ce qui avait été retourné contre les femmes pour dire à votre façon, en fait, les différents états de la féminité. Et donc, si ce n'est pas le renversement, en fait, qui avait présidé à l'écriture. Ah, je vous entends. Ah, Lucie. Bonjour. On va répondre à Stéphanie et puis après, on a plein de questions à te poser. Désolée, je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Rapidement, pour Stéphanie, moi je trouve que, c'est ce que je crois que c'est Clara qui disait ça tout à l'heure, c'est qu'effectivement on n'était pas sur l'écriture de la femme, on était sur l'écriture du féminin, et je pense que on n'a pas abordé, on n'aborde pas ce thème-là de la même façon. On le prend comme un, bon après moi je parle avec mes mots à moi, mais on l'aborde comme un territoire à explorer, avec oui du coup ces métamorphoses aussi. Ouais, en fait, ça marche assez bien l'étrange féminin. En fait, parce que dans la littérature, il y a tellement souvent. Je dis pas ça. Enfin, si vous avez Pierre Sandor la semaine prochaine, moi, la réponse de mon texte au sien, c'était justement la réponse à un texte, à une vision de la femme qui était à la fois très belle, mais complètement éthérée. Et moi, j'avais envie de donner de la matérialité en fait à son personnage. Et son personnage existait déjà suffisamment fort, son univers existait suffisamment fort pour réveiller un truc chez moi et me donner envie d'entrer en dialogue avec lui. Mais c'est vrai que je pense que il fallait redonner cette matière en fait à l'idée. Souvent dans la littérature, il y a l'idée de la femme, ou alors il y a une victime éventuellement. Mais il y a rarement, sauf quand c'est écrit par des femmes, puis je vous le dis encore, je fais des raccourcis parce que je lis trop peu de littérature contemporaine. Mais moi, j'ai lu pas mal, justement, j'aimais beaucoup la littérature du 19e. À un moment donné, dans ma vie, j'ai lu Kierkegaard et tout. Et là, cette idée de la femme est très encombrante. Elle est rien, et en même temps, elle prend toute la place. C'est l'idée de la femme muse, de la femme tout ce que vous voulez. Et voilà, souvent, il nous manque le corps de la femme vécu par une femme, par exemple. Ou traverser l'histoire ou la géographie avec un corps de femme par des yeux de femme. Enfin, voilà, donc, et le fait que, voilà, pour terminer là-dessus, c'est l'idée du féminin, en fait, parce que cette idée-là, elle est présente aussi chez les hommes, en fait. Mais c'est cette idée du féminin qui était intéressante à explorer, quoi.
Mais je pense qu'aussi ce qui est assez étonnant, pour revenir à la question des temporalités, des différentes époques qui se rencontrent dans le texte, c'est je pense que ce qui est assez époustouflant, c'est à quel point même les textes du 19e siècle qui nous venaient, disons, d'idées du féminin perçues par le masculin et racontées par les femmes, si on veut, chez ces écrivaines-là, en fait, elles avaient beaucoup encore à nous dire. Donc, quand je dis qu'il y avait, pour moi, il y avait vraiment une fluidité entre les textes qui s'ancraient dans un imaginaire du 19e siècle revisités de façon contemporaine et des textes qui étaient soit intemporels ou qui partaient de quelque chose de contemporain. Bon, en fait, les textes, que ce soit Wuthering Heights, que ce soit Rachid, elles nous aident vraiment encore à penser un féminin et à essayer de parler de contre-courant ou à essayer de défaire une notion préconçue ou une notion trop stable de ce qu'on aurait du féminin et du masculin. Donc, ça veut dire que finalement, dans l'imaginaire est long à modifier, si on veut. C'est-à-dire qu'on était encore... C'est comme si, pour moi, j'avais l'impression que Rachid permettait de penser quelque chose qui était encore complètement impensé du féminin, c'est-à-dire la question de la cruauté au féminin. Pour moi, c'était comme... J'avais l'impression qu'elle arrivait à le penser mieux que ce qu'on le pense aujourd'hui. C'est-à-dire que... Puis en même temps, il y avait quelque chose de son actualité qui était... que je voulais questionner à partir de mon actualité. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, malgré tout, j'essayais de voir comment est-ce que l'idée d'une genèse du mal, comment est-ce que s'il y avait un personnage qui incarnait le mal ou la cruauté, il fallait qu'il y ait une raison, il fallait qu'il y ait une genèse, puis que Rachid, malgré tout, voulait nous montrer cette genèse du mal-là. Donc, est-ce qu'on peut essayer de compliquer les choses encore un peu? Mais finalement, c'est fou comme c'est... Il y a quelque chose qui restait comme actuel, finalement, qui nous parlait encore. Allô, Lucie? Caroline? Ouais. Oui, la question de Stéphanie est vraiment intéressante et vous avez parlé, Stéphanie, de la question de l'état, en fait, comme si on avait toutes exploré différents états du féminin plutôt que de la femme. Effectivement, là, je rejoins aussi ce que disait Bérangère. Donc, il y a l'exploration, je ne sais pas, chez Karine Serre, ça va être plus le féminin dans le corps étrange de cette créature issue d'un laboratoire et qui va avoir un devenir féminin, mais qui n'est pas vraiment une femme. C'est vraiment intéressant. On est à la lisière du féminin et puis de la créature, aussi un petit peu, je trouve, dans le personnage créé par Bérangère, cette femme de la préhistoire qui est aussi, qui a une dimension cosmogonique, qui va être créatrice de monde. Pareil, voilà, dans la femme explorée le personnage exploré par Clara, avec cette question du mal et de la cruauté, c'est aussi une exploration d'un autre état. Et dans ma propre nouvelle, le féminin est très lié à la puissance élémentaire, à l'eau, puisque le personnage Naïs, qui est un prénom voilà, qui vient de naïade, c'est une créature liée au fleuve, à l'eau, et qui est aussi une puissance de métamorphose. Je crois que voilà, c'est vraiment une exploration des états de métamorphose, de la puissance du féminin. Mais voilà, je répondrai plus en ce sens que sur le versant plus féministe, plus genré. Voilà. Lucie, vous étiez attendue tel le Messie. Merci d'être là. On avait beaucoup de questions pour vous, justement, et notamment parce que vous avez réussi quand même à réunir 6 talents, 6 écritures différentes. Et merci pour ça, parce que c'était un véritable très beau recueil. Les autrices étaient également curieuses de savoir comment vous les aviez choisies, pourquoi, et quelle résonance avez-vous? Est-ce que vous aviez
une particularité au moment du choix. Quelles caractéristiques devaient avoir ces autrices? On ne t'entend pas, Lucie. Je crois que la question ne lui a pas plu. Hein. Elle a disparu. On est dans Déjà. l'étrange féminin, voilà. Déjà, c'est l'étrange féminin, on est là. On est là. Alors, on va passer à Rita en attendant que Lucie revienne. Elle est peut-être là. Elle est de retour. Alors, Lucie, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bon, je suis désolée. C'est la totale. Oui, je suis désolée. J'ouvre la librairie dans 2 jours et on dort très peu. Ça ne remarche pas. Ouais, on vous en... ouais, elle se déconnecte à chaque fois. Bon, Rita, c'est à toi. Ok. Alors, bonsoir à tous. Et donc, tout d'abord, j'ai lu vos textes, Caroline, Bérengère et Clara. Et donc, si je dois faire un retour en quelques mots, c'est tout simplement beau, puissant. On retrouve vraiment ce côté étrange, surprenant, captivant. Enfin, pour résumer, pour moi, c'est tout simplement un pari réussi. Et donc, au-delà de ces textes merveilleux, et peut-être la question serait pour Yves ou enfin pour toutes, ma question concerne dans un premier temps la couverture qui enveloppe cet étrange féminin. Pourquoi cette couverture avec ce texte, enfin avec ce titre en blanc? D'ailleurs, je la trouve simple, belle et peut-être même étrange à l'image de ce livre. Pourquoi ne pas avoir opté pour une illustration de Jérôme Minard, enfin une 7e ou une 6e, une parmi les 6 illustrations qui précèdent les textes? Et puis d'un autre côté aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de ces illustrations, de ce choix, aussi du titre que je trouve tout simplement merveilleux, enfin, l'étrange féminin, ça captive déjà avant même de découvrir les textes. Enfin, comment vous avez fait ces choix? Pourquoi? Qui donne d'ailleurs un livre totalement captivant et merveilleux. Voilà, merci. Alors, peut-être avant de répondre, on va passer la parole à Lucie, si elle est là, c'est bon? Non. Non, on ne vous entend pas, Lucie. Vous n'avez pas le micro, Lucie. Je lui envoie un texto pour lui dire. Ouais, là, on ne l'entend pas du tout. La couverture, d'ailleurs, c'est Benjamin Vesco, hein, si je ne m'abuse. Oui. Attends, j'envoie un texto à Lucie pour lui dire qu'on l'entend pas. Ouais. Oui, donc je réponds pour cette question-là. Oui. Ouais. Qu'elle se connecte. Donc effectivement, oui, on a fait travailler sur ce recueil-là un illustrateur lillois qui s'appelle donc Jérôme Minard, pour ceux qui n'ont pas vu le livre, qui moi je trouve, et je pense que c'est pareil pour vous aussi, un travail vraiment formidable, qui n'était pas facile en plus pour un livre, parce que lui travaille sur des très grands formats normalement. Donc là, vous voyez, pour le réduire sur un format de 14-20, c'était voilà, c'était assez compliqué. Et tout de suite, en fait, avec Jérôme, cette question de la couverture, on en a discuté. Et on avait vraiment aussi, en fait, envie de l'intégrer à la même hauteur que les autrices. C'est-à-dire de vraiment le mettre à l'intérieur, de le faire dialoguer avec les textes. C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas le mettre sur la couverture. Il y avait aussi sur la question de la couverture, ça revient aussi à ce que disait Clara, c'est aussi une question d'être dans un graphisme, une illustration qui a une filiation. C'est-à-dire qu'on est presque dans ces recueils, je ne sais pas si vous avez ces images en tête, mais des années 80, des années 70, avec une typo très forte comme ça qui marque et qui reste aussi très, très intrigante. Et c'était vraiment l'envie de proposer un objet où, vous voyez, quand on le voit comme ça et qu'on entre vraiment dans l'intérieur, et c'est pour ça qu'on a mis cette grande planche aussi de Jérôme, on a l'impression directement qu'on rentre dans des mondes différents. Sandra? Oui, par rapport justement aux illustrations, je me posais la question si
c'était comme une évidence de choisir finalement un homme dans cet étrange féminin, en fait. Non, c'était vraiment, ça n'a pas été, on n'y a pas pensé comme ça, en fait. On y a vraiment pensé de manière à avoir, justement, ça revient aussi à cette question du féminisme, etc. On n'a pas du tout eu cette envie-là sur le livre d'interroger le féminin sur ce prisme-là. Et la question de Jérôme, c'est simplement d'avoir, quand on a vu son travail, c'était quelque chose qui nous semblait être totalement en adéquation avec l'esprit du recueil. Stéphanie? Ouais. Oui, alors moi j'ai une question sur justement les paysages, parce que quand même dans toutes les nouvelles quasiment, on a des textes qui fonctionnent beaucoup avec des territoires imaginaires, enfin, très forts, comme des géographies intérieures en quelque sorte, ou des paysages fantasmés, ou, voilà. Et je me demandais si pour vous, en fait, vous envisagez tout le paysage comme un peu un carrefour entre l'extérieur, donc la réalité, et puis l'intérieur du personnage qui est projeté donc sur cet extérieur. Est-ce que c'est à la fois la réalité, le symbole, voilà, le réel et l'imaginaire? Enfin, voilà, je voulais savoir quel était votre rapport au territoire et au paysage. Bah, moi, c'est un rapport fondamental, en fait. C'est tout mon travail. J'ai mis 10 ans à m'en apercevoir, mais en fait, c'était ça dès le premier livre. Et voilà, et puis c'est quelque chose que je continue à travailler. C'est pour ça que je disais qu'aussi, c'était... Là, bon, c'est un texte sur le féminin et le minéral, mais je crois que c'était le... Pour moi, par exemple, le fait de passer sur cette question du minéral, c'était une façon de passer, on en a parlé un peu, du hors-temps, c'était une façon de sortir le féminin du temps humain, on va dire. Et je redis un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un truc du coup que j'ai pas fini d'explorer, parce que ça m'a complètement fascinée, parce que du coup, pour la première fois, je perçois les pierres comme ayant une vie à peu près la même que nous, juste avec un temps infiniment plus long. Mais pour moi, depuis, je vois la pierre et donc tous les minéraux et les montagnes comme des objets vivants. C'est juste que j'ai pas la perception pour voir leur mouvement. Mais en fait, ils sont aussi tendres, aussi beaux, aussi... Enfin, ça m'a un peu... je suis en plein délire, en fait, moi, là-dessus. Je veux dire, du coup, ouais, cette question du paysage, elle est plus que centrale. C'est le socle de tout. Donc, et c'est vrai que j'ai été heureuse, très heureuse de la retrouver dans tous les textes, en fait. Même dans le texte de Marie, qui est sur... de toute façon, voilà, Léo de Hurlevent, c'est sur la lande et tout ça, mais il m'a semblé que tous les textes étaient traversés par ça. Alors voilà, plus ou moins, dans le texte de Clara, on est un peu dans autre chose, mais il y a cette... je sais pas, moi, cette robe avec les couleurs... on est là-dedans, en fait. On est dans une perception du monde, dans une perception sensorielle du monde. Et voilà, du coup, le paysage est plus ou moins prégnant, mais on est quand même là-dedans, quoi. C'est un peu cosmique. Enfin, l'étrange, ça ouvrait la porte à beaucoup de choses, quand même. C'est ça qui a été super chouette dans ce projet. En parlant de pierre, justement, cela veut-il dire, Bérangère, qu'un prochain roman sera sur les fantômes de pierre d'Hiroshima, sur les Hibakusha ou pas? Non, a priori, enfin, en tout cas, j'explorerai plus on va dire des cultures en particulier, des peuples en particulier, tout ça, mais il y aura du nucléaire, ouais, sans doute. Clara et Caroline, vous vouliez rebondir, oui, sur la question. Sur la question du paysage, et, pour ma part, c'est le paysage dans cette nouvelle qui prend possession un petit peu de la vie des personnages et qui va devenir lui-même presque un personnage et qui va traverser les êtres humains et qui va... ils vont devoir y résister, s'y abandonner, se laisser métamorphoser. Le paysage devient une sorte de comment dire, de faisceau, de creuset, voilà, de métamorphose. Et
voilà, c'est comme si tous les éléments agissaient, devenaient agissants, comme une sorte de, de, de petite société élémentaire. Et, et donc, toute cette société devient le réceptacle de l'existence ou d'un drame qui se noue entre les personnages. Donc oui, le personnage joue un rôle vraiment prépondérant. C'est lui qui est agissant. Pour moi, c'était un peu, comme disait Bérengère, c'était un peu différent parce que c'était... En fait, si paysage il y a, c'est le paysage de la ville. Donc, c'est ce qui se passe, c'est... Mais ça ne veut pas dire... Je suis en train d'essayer de penser, d'ailleurs, à partir de votre question, quel rôle ça joue par rapport à l'intériorité, c'est-à-dire que toute la majeure partie du texte se passait dans cette idée d'une chambre où il se passe quelque chose, où on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette chambre, et cette chambre qui est au bout d'un escalier. Donc, c'était très... parce que peut-être que justement, cette chambre est un peu un lieu où il y a une intériorité à deux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un désir qui se passe entre ces deux corps-là, entre le personnage féminin et le personnage masculin. Et c'est difficile de savoir qui est le bourreau, qui est la victime. Bon, c'est difficile de distinguer la limite entre ces deux intériorités-là. Donc, tout se passait dans cette chambre, mais éventuellement, quand il est venu il y a un moment où le personnage de Marie prend, disons, toute la place, et aussi où il y a comme une expansion de ce personnage-là qui est plus dans l'idée d'exploration plutôt que dans l'idée de cette intériorité-là. Puis là, c'est la question de la ville. Donc, la ville aussi, c'est un paysage. C'est un paysage différent, mais c'est vrai que moi, je travaille très peu à partir de l'idée de nature, mais pour différentes raisons, en fait. Mais c'est plus pour des raisons concrètes, mais qui ne sont pas pertinentes ici. Mais c'est vrai que la ville, pour moi, était aussi une question de paysage. C'est-à-dire que c'est une question de comment est-ce que c'est la question de comment est-ce que ce féminin-là peut exister dans le monde. Donc, c'était la façon de penser, effectivement, comment est-ce que ce féminin-là comment est-ce qu'on sort de l'intériorité de ce personnage-là et comment est-ce que ce féminin-là doit trouver son expression dans le monde, doit trouver sa place dans le monde. Donc, c'était forcément la ville, la nuit, donc parce qu'il fallait que ce soit quelque chose de... aussi, puis c'est parce que c'était dans Rachel, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'idée de qu'est-ce que la ville, la nuit, pour un étrange féminin, justement, pour un féminin, parce que justement, c'est peut-être un espace qui nous est présenté comme hostile aux différents personnages féminins la nuit, mais dans ce texte-là, c'est-à-dire que pour Marie, c'est elle qui devient le danger dans la ville. Donc, c'est elle qui devient le danger dans la ville. Voilà. Nous n'avons pas encore parlé des titres de vos textes et ils sont plutôt très évocateurs, et notamment la citation de Rilke pour Caroline. Est-ce que c'est une autrice qui vous fascine? Et on parlera des titres évidemment de chacune d'entre vous. Pour Caroline, c'est La femme du fleuve. Oui, c'est ça. Rilke, oui, Rilke, c'est évidemment un auteur qui me fascine, un auteur fondamental qui a écrit d'ailleurs un très joli texte sur le paysage et sur cette relation entre l'intériorité et la soi-disant extériorité. Et justement, il brouille un petit peu toutes ces frontières. Et oui, j'avais tenu à mettre en exergue cette petite citation de Rilke sur la mélodie des choses, et puis oui, c'est une citation autour des arrière-plans et des avant-plans. Donc c'est vraiment une citation qui évoque cette question du paysage, c'est-à-dire
qu'on a mal compris peut-être comme cadre à nos existences, mais en fait, tous ces arrière-plans se jouent aussi de nous et il y a une question de perspective qui entre en jeu. Et voilà, je tenais vraiment à faire un clin d'œil à Rilke pour déplacer notre regard, justement, amener à déplacer ce regard. Je crois que l'étrangeté, elle a à voir avec ce déplacement du regard. On peut regarder une chose de manière, en voyant sa délimitation, on peut regarder une chose tout aussi simple qu'un bol, par exemple, et on voit sa ligne, sa délimitation, et puis peut-être qu'elle va prendre cette chose une autre valeur à mesure qu'on va plonger dans, je ne sais pas, la couleur ou la matière ou le geste qu'il a fait. Et là, on commence à franchir la limite classique des choses, du réel, et on rentre vraiment dans la matrice. Et il y a un petit peu de ça dans ce cœur au féminin, je trouve. J'ai retrouvé ça dans la lecture des autres textes aussi, cette traversée un petit peu des apparences, cette exploration des arrière-plans, et puis et donc cet accès à l'étrangeté de l'être, en fait. Moi, je vous réponds vite avant que mes enfants vont arriver. Ça va être un déferlement. Et donc, il faudra que je me rééloigne de la boîte Wi-Fi, sans doute. Donc, le titre, moi, c'est, je sais plus, Jaune vif, veiné de noir, je crois, hein, c'est ça? C'est ça, Jaune vif, veiné de noir. Parce qu'en fait, évidemment, moi, j'avais appelé ça Pierre, parce qu'elle s'appelle Pierre, c'est une pierre, enfin voilà. Et Yves, très justement, a dit oui, mais enfin, quand même, ton dernier roman s'appelle De pierre et d'os. Alors, si ça ne doit pas s'obliger à écrire une deuxième nouvelle qui s'appellerait Os. Mais c'est vrai, pour moi, c'était tellement évident. J'y avais pas pensé un instant, en fait, parce que j'avais l'impression que je parlais d'un truc tout nouveau, alors qu'en fait, je pense que je baigne là-dedans depuis un moment. Mais, et puis après, quand il s'agissait d'en trouver un autre, je crois que voilà, pour moi, il fallait rester dans la sensation. Voilà, sans dévoiler la nouvelle, oui, voilà, c'est un peu encore comme une description d'un œil ou d'un objet, enfin d'une pierre. Et pour moi, c'était important, voilà, de rester dans la sensation, puisque c'est un texte qui est essentiellement, c'est une vie très animale en fait. Alors, ça parle de pierre, mais c'est une vie très animale, très sensorielle. Et donc, c'était après assez évident. Et puis, avec le mystère que ça implique aussi un peu, puisqu'on ne comprend pas tout de suite, évidemment, de quoi il s'agit. C'est pas pour vanter le texte, mais je pense que ça s'applique à quasiment l'ensemble du recueil. On est dans la nouvelle, mais on est dans la poésie, souvent. Donc, voilà, c'était un titre poétique. Et on notera que l'étrange féminin sévit encore, étant donné que j'ai réussi à féminiser Rilke. Je m'en excuse, bien évidemment, c'est un homme. Clara, votre titre de texte est peut-être celui qui résume bien le recueil également, parce que je trouve que les couleurs sont une sorte d'exhausteur de goût. Elles sont omniprésentes dans tous vos textes, et une robe couleur de souffrance résume plutôt bien le recueil. Moi, en fait, c'était... Je sais pas. En fait, moi, j'ai pas du tout le génie des titres en général. Donc, pour cette fois-ci, j'ai vraiment fait appel à Rachel, tout simplement. Puis c'était aussi, pour moi, ça marquait, d'abord parce que c'était une des plus belles choses que c'était une des plus belles choses que j'avais lues dans ma vie, l'idée d'une robe qui est aussi le désir de ce personnage-là, le désir de Marie Barbe, qui donc, pour celles qui n'ont pas lu c'est-à-dire pas mon texte, mais le texte de Rachel, c'est à l'adolescence, au moment où on va la présenter à la société, dans ce milieu, donc chez son oncle médecin, dans un milieu très correct parisien. Elle fait faire à la couturière une robe complètement terrible, très provocante, à la fois redoutable et provocante, et ce qui va subjuguer tout le monde. Et donc, c'était aussi, je pense, pour marquer, pour moi, le fait que, qu'est-ce que c'était d'écrire vraiment
moi aussi, peut-être dans la subjugation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était d'écrire dans le texte de quelqu'un d'autre aussi. Tu sais, ce texte-là, je l'ai pensé, puis je pense que c'est aussi à ça que ça fait écho, l'idée du cœur féminin, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est un cœur de littérature, mais c'est pas juste nous six, c'est aussi le cœur de la littérature en général. Et pour moi, c'était vraiment ce texte-là, l'opportunité de travailler vraiment de façon comme... J'avais l'impression de travailler dans la maison de Rachel, c'est-à-dire que je bougeais certains... J'avais l'impression que je voulais juste aller dans une chambre de la maison de Rachel, puis de ce texte-là, puis de rester après que la scène se termine, tu sais, puis de voir comme qu'est-ce qui est laissé, qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre-là quand on est passé à une autre scène, si on veut. Et puis en même temps, il y a un moment où je me disais, ben, est-ce que j'ai fait autre chose que juste comme paraphraser le texte? Puis en même temps, c'était dans cette zone d'inconfort de dire, qu'est-ce que moi j'apporte à ce texte-là, juste par ma présence dans ce texte-là, si on veut, et d'essayer de creuser aussi qu'est-ce que c'est l'imitation, qu'est-ce que c'est d'être subjugué par une œuvre, qu'est-ce que c'est d'être dans des textes d'une façon qui... C'est-à-dire que je crois beaucoup dans la capacité d'être impressionné, vraiment dans un sens presque enfantin, c'est-à-dire d'être fasciné par des œuvres qui sont plus grandes que nous aussi, puis par des œuvres qui sont issues d'écrivaines qui ont écrit plus que nous ou plus que... Donc, je pense que ça m'intéressait aussi. C'est aussi quelque chose, je pense, c'est-à-dire qu'en ce qui nous concerne, c'était pas comme on écrivait de façon simultanée, c'était pas nécessairement le cas, mais qu'est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut penser aussi à un féminin dans le désir d'imitation, de subjugation, de fascination? Il y a ça aussi, non? Dans le féminin, c'est aussi... Ben, ça se fait aussi dans le masculin, puis des fois, c'est d'être fasciné par un masculin, mais il y a quelque chose qui, il me semble, qui passe... Il y a tellement du féminin qui passe dans ce qu'on considère être... Oui, dans l'imaginaire que les hommes ont pensé, mais aussi dans un imaginaire que les femmes cultivent, puis il y a comme une tradition, puis d'un imaginaire qu'on reproduit aussi par fascination, puis par qu'est-ce que c'est de jouer un féminin, finalement. Donc, je pense que ça se pose aussi dans l'écriture. Qu'est-ce que c'est d'écrire en imitant, en reprenant, en étant le relais d'une certaine tradition? Avant de passer la parole à Stéphanie, on a pour habitude de faire une petite photo avant que les enfants de Bérengère n'arrivent, même s'ils seraient les bienvenus sur la photo, bien sûr. Hein. Tout le monde se recoiffe. Oui, tout le monde se recoiffe, c'est la tradition. Ok, c'est bon. Stéphanie ? Alors, avant que Stéphanie n'intervienne, est-ce que vous pourrez chacune nous lire un petit extrait de votre texte, si vous l'avez près de vous, après la question de Stéphanie? Comme ça vous laisse peut-être le temps d'aller le chercher, si c'est possible, bien sûr. Ouais, il faudra que j'aille le chercher, puis je rechangerai de pièce, parce qu'en fait, là, je sens que je vous entends pas super bien. Mais j'écoute Stéphanie en même temps que je vais chercher le bouquin. Ok, super. Merci. Juste, Marie s'excuse, elle ne peut pas être là parce qu'elle est bloquée dans un train. D'accord, ok. Stéphanie, c'est bon? Alors moi je me demandais si en fait le fait d'utiliser, d'avoir l'étrange en fait comme thématique principale, c'était pas une façon aussi d'apprivoiser tout ce qui est frais, en fait, tout ce qu'on comprend pas. Est-ce que c'est pas une façon de se saisir un peu des ténèbres et de mettre la lumière dessus comme pour en avoir moins peur? Question très poétique. Oui, absolument. Merci Stéphanie. C'est effectivement, pour ma part, la scène se passe durant la nuit. Donc, on a perdu Anthony au passage. Il s'est fait absorber par l'obscurité. Oui, donc la scène se passe durant la nuit. Donc, c'est vraiment l'obscurité qui s'empare du paysage, qui règne. Et ça fait partie de ce... Voilà, les contours, les délimitations sont brouillés. Et c'est évidemment
toutes les perceptions sont accrues, sont aiguisées, parce qu'on perd un petit peu le sens de la vue, devient moins prépondérant, et on est plus dans des perceptions sensorielles différentes. Il y a le toucher, il y a la pluie sur les corps, hein, la pluie de ce déluge. Il y a les ombres qui se confondent avec les arbres, avec des formes étranges. Donc effectivement, dans ma nouvelle, c'est un peu une œuvre au noir. Voilà, on traverse l'obscurité, on traverse cette nuit de déluge, et pour arriver au petit matin, à l'aube, où il y a une éclosion. En fait, les personnages éclosent un petit peu différemment à eux-mêmes, et donc il y a un lien très fort avec la nuit, avec l'obscurité. Du coup, c'était contenu aussi. C'est vrai que c'est cette question du dévoilement. En fait, je pense que c'est même quasiment un procédé d'écriture. C'est-à-dire que si on veut parler de l'étrange, il faut forcément qu'on ne dévoile pas tout de suite. Et donc, nous-mêmes, en fait, on travaille ce dévoilement forcément. Il faut qu'il y ait un peu de surprise aussi. Il faut, et ça, c'est vrai. C'est peut-être de là aussi qu'elle vient la cohérence. C'est-à-dire qu'on s'est forcément mises toutes dans une démarche alors, je crois qu'aucune d'entre nous l'a fait en termes d'intrigue, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé dans l'étrange, je ne sais pas moi par exemple, qui aurait pu être le fantastique ou je ne sais pas quoi, et on l'a plus travaillé dans l'écriture et effectivement dans les sensations. Et pour moi, c'est une façon d'être au monde qui est super importante, cette question des sensations. Parce que souvent, on a tendance à raisonner beaucoup, à anticiper beaucoup les choses qu'on vit ou qu'on perçoit. Mais Caroline parlait de la nuit, et c'est vrai que voilà, c'est ce qui se passe aussi quand on est dans les ténèbres. C'est qu'on va déduire les choses non pas de notre raisonnement, mais de nos perceptions, moins souvent des yeux, peut-être plus souvent. Je sais pas, je le dis comme ça de façon un peu instinctive, mais que ce soit le toucher ou l'ouïe, c'est des sens avec lesquels on raisonne moins, au sens de la raison, et donc ça permet d'explorer un peu d'autres territoires et d'avoir cette texture un peu bizarre dans les textes, je pense. Et Clara? Stéphanie, pouvez-vous répéter votre question parce que j'ai eu un petit... C'est la fameuse question de Stéphanie de Monaco. Tout à fait. Non, mais en fait, c'était assez simple. C'était juste, est-ce que l'étrange, ça permet d'apprivoiser ce qui est frais, en fait? D'accord, c'est ce que je pense. Excusez-moi. Oui, je pense que... oui, c'est tellement une question profonde que je suis en train de répondre en y réfléchissant. C'est-à-dire que je pense que, justement, on ne serait pas dans l'étrange si on n'est pas soi-même en train de creuser. Autrement dit, je ne pense pas que l'étrange, puis je pense que c'est ce qui rejoint un peu nos textes à toutes. Il y a quelque chose qui se cherche dans chacun de ces textes-là, puis qui ne se trouve pas complètement d'ailleurs. Puis je pense que c'est difficile, comme dit Bérangère, c'est difficile de mettre en scène comme un coup de théâtre, en fait, ce phénomène, parce que ça dépasse la question, c'est moins tangible que la question d'une intrigue, comme tu dis, Bérangère. Puis je pense que c'est là où on arrive à vraiment dépasser le mystérieux et entrer dans... Il y a peut-être quelque chose entre le mystérieux puis l'étrange, c'est-à-dire que quand on passe du côté de l'étrange, c'est qu'il y a quelque chose que soi-même, on ne comprend pas complètement. Donc, on est en train de travailler, quelque chose qui est en train de travailler en nous, de chercher, mais peut-être pas de trouver trop directement. Donc, autrement dit, moi, je pense que je me suis beaucoup intéressée à, pas juste dans ce texte-là, mais dans les dernières années, à qu'est-ce que c'est de ne pas regarder en face. C'est-à-dire que je pense que la littérature, pour moi, c'est comme, tu sais, je pense que par rapport à ce que c'est l'image, disons,
pas toujours, mais peut-être traditionnellement, l'image, il y a la question de la vanité. Tu sais, on peut être face à quelque chose d'horrible, face à face. Et je pense que la littérature, pour moi, elle travaille de biais. C'est-à-dire que puisque de toute façon, on est dans un texte qui se déroule, on n'est pas dans une image qui est comme voilà la vanité. L'image de vanité, je veux dire le crâne. On n'est pas dans une tête de mort, on est dans le déroulement de quelque chose. Donc, c'est peut-être, il faut toujours comme regarder un peu de biais on n'y arrive jamais tout à fait de face. Donc, ça, c'est mon approche, si on veut. Est-ce que vous êtes prêtes toutes les trois pour nous lire un petit passage? Ah ben, moi, j'ai oublié du coup. Je Ah. n'ai pas choisi encore. Oui, moi non plus, je ne sais pas. Mais moi, comme j'écoutais pas tantôt, j'ai choisi mon passage. Alors, allez-y, Clara. Mais dites-moi juste un peu combien de temps vous voulez qu'on lise? Comme vous le sentez, mais peut-être 1 minute 30. 1 minute D'accord. 30, dans ces eaux-là. Ben, arrêtez-moi sinon, mais je vais faire ça rapidement. Mais je n'avais pas pensé, donc je me suis dit tout simplement, je lirais le passage dont je parlais avec la robe. Donc, ça. Super. On saura déjà de quoi on parle. Donc, vous m'entendez bien, oui. Paul Richard était un jeune homme fragile qui était sujet à des saignements de nez aussi nombreux qu'impromptus. De véritables hémorragies par lesquelles on eût juré qu'il se viderait de tout son sang. Sous le coup d'une émotion un peu intense, ou même seulement inattendue, un flot rouge, ininterrompu, se mettait à couler hors des narines du pauvre garçon. Le soir où il avait rencontré Mary, en témoignent encore les invités présents, le sang avait éclaté au moment même où il avait fait sa connaissance, en un torrent tachant sa robe et son corsage. C'était le soir où Marie faisait son entrée dans la société, dans une de ces fêtes à l'issue de laquelle la jeune femme serait, à toute fin pratique, mariée. C'est elle qui avait donné ses ordres à la couturière. « Je veux une robe couleur de souffrance. » La couturière, dans un travail de stupeur, avait réussi, bien à contre-cœur et avec le sentiment de fomenter un crime, à incarner l'idée de cette cruelle fille. D'un vert émeraude profond qui risait des reflets bleus ou rouges, la robe, très échancrée, frappait par son insolence, tout en donnant l'impression d'une chasteté orgueilleuse et sauvage. En s'approchant, on décelait des feuillages et leurs épines, ronces ou rosiers sans fleurs, grimpant autour des hanches. Dans ce satin miroitant, elle avait la silhouette d'un insecte fabuleux. Tout ce vert, comme trop luxuriant, heurtait les yeux qui se mettaient à bourdonner. Paul Richard avait étudié de loin l'œuvre exubérante. Il ne pouvait décider, Mademoiselle Marie, si elle évoquait un passé très ancien ou si l'on pressentait en elle ce qui n'avait pas encore commencé. Ce corps qui venait d'éclore lui était apparu comme une question millénaire, une étrange création et comme une antique mise en scène. Voilà. Magnifique. Alors justement, j'aurais peut-être une question à Yves en attendant les 2 autres lectures, mais on se posait la question justement sur le groupe tout à l'heure. Pourquoi pas une lecture sur scène, une lecture audio? Est-ce que c'est prévu, envisagé? C'est quelque chose. Tu sais, il y a un festival de littérature à Marseille qui s'appelle Oh les beaux jours, qui est en mai, donc c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Mais tu sais, le problème aujourd'hui, c'est avec le Covid, tout est compliqué pour les événements. Donc évidemment que c'est quelque chose qu'on aimerait faire. On a peut-être des projets avec Lucie à la Maison de la Poésie aussi à Paris, mais c'est pas facile en ce moment à cause de ça. Ouais, parce qu'on sent quand même cette musicalité des textes et la façon de lire des auteurs, des autrices, pardon, risque d'être une superbe opportunité. Ouais. J'ai l'impression. On parlait de la question du cœur féminin, ça pourrait aussi résonner vraiment aussi avec un accompagnement musical, avec des interludes. Bien sûr. C'est formidable. Bien sûr. Ben, on croise les doigts pour vous. On croise les doigts pour vous, pardon, et on espère que ce projet verra le jour. J'avais le micro coupé, donc forcément, je pouvais parler pendant des heures. Bérangère ou Caroline? Oui, n'importe. Bon. Allez, Caroline. Oui, parce que Bérangère a le micro coupé. Oui, j'avais coupé mon micro. Vas-y, Caroline. Ok.
Le poste radio coupe court. Sous l'avalanche que crache le ciel, le lit de la chaussée a encore enflé. Des branches se jettent dans le courant, se rallient à une déferlante de débris, poubelles et objets perdus. La Peugeot glisse, muette, sous des tambours de pluie. Un froid pernicieux enserre Naïs. La peur gagne. Son ventre se serre, secousse, bruit sourd sous la culasse. La voiture ralentit, freinée par un épais limon. Le courant soulève l'arrière du véhicule, l'emporte par le côté, tout se met à tanguer. La carrosserie essuie des coups avant d'émettre un long râle. La Peugeot percute de gros blocs. En un instant, l'eau s'infiltre dans l'habitacle, froide, boueuse. Elle s'insinue dans les ballerines, lèche les chevilles, les mollets. Sur la berge, Théo ruisselle. Isadora se trouve à côté. Tous deux tendent le cou. La Peugeot s'est immobilisée à une vingtaine de mètres. Hé! Hé oh! La pluie est battante. Hé! Vous m'entendez? Vous m'entendez? Répondez! La pluie hache l'écho éraillé de sa voix. La chienne aboie. Naïs est fascinée par l'aura glace de l'eau. Elle laisse l'eau faire son œuvre, recouvrir, effacer, remonter le long des jambes. La jeune femme sera enfin lavée de tout, innocente, comme si elle n'avait jamais souffert et jamais ri. Diluée, ne plus revenir. Les phares ne donnent plus de lumière. La nuit est un gouffre. Ce premier âge empli de Dieu, cet avant du ciel, cet avant ténébreux d'où la grâce un jour s'étendit. Disparaître, céder à la nuit, ni lettre, ni motif, rien. Resterait l'étoile, cette dilution d'elle-même dans la couleur. L'eau grimpe le long des cuisses, s'insinue dans les plis tièdes de la chair. La robe flotte, pétale de cliquot. Naïs contemple le rouge de la soie, toison peut-être d'or. Sous l'emprise des sans résistance. C'est peut-être cela rentré dans le tableau, quand la couleur vient chercher. Naïs croise son regard gris dans le miroir du rétroviseur. Une fugitive. Plus personne pour dire je. L'eau monte, imbibant la mousse du siège. Le fleuve roule ses eaux, s'empare, avale, bouscule corps et vouloir. Voilà, c'était un petit clin d'œil sur la robe, un petit clin d'œil à Clara, une robe de souffrance et une robe Merci, de... Caroline. Voilà. Ce qui est surprenant, c'est que chacune a une façon différente de lire et en même temps, c'est exactement la retranscription de vos textes. C'est assez incroyable de voir à quel point vous incarnez votre écriture et c'est assez fascinant. Ou c'est l'écriture qui nous incarne. Aussi. Bérengère, voilà le... J'espère que je ne vais pas casser le livre du recueil, parce que je n'ai pas mes lunettes, je n'ai pas choisi le je ne savais pas exactement quel passage prendre. En fait, je ne voulais pas prendre les débuts parce que voilà, il est très sensoriel aussi. Et puis voilà, je cherchais un endroit où elle passe pas mal de sa vie seule, cette Pierre. Donc oui, pour ceux que le personnage s'appelle Pierre Luisante en fait au départ et elle ne s'appelle plus que Pierre et puis elle ne s'appelle plus rien du tout après. Mais enfin, cet hiver-là, Pierre Luisante l'a passé dans la plaine, sous la grande lumière. C'était alors pour elle le seul endroit habitable, sans ombre malfaisante ni souvenir vibrant. Elle n'en connaissait ni les règles, ni les occupants, mais une louve, suivie à distance, lui a tout montré. Les creux où l'eau coule encore sous la neige, les taillis où se cache le petit gibier, les arbres sous lesquels il reste encore des baies et des noix quand tout le reste a gelé. Rassasiée de peu, Pierre Luisante a passé des après-midi entiers allongée sur la peau du cerf, à goûter la clarté et le silence. Elle a regardé les gros nuages blancs et gris rouler les uns sur les autres dans l'horizon sans fin. Elle a écouté le vent siffler dans les herbes et les branches qui craquaient sous leurs fines membranes de glace. Elle a parfois suivi les petites croix dans la neige, étonnée de voir tant d'oiseaux chanter sur les rochers ou sautiller entre les arbustes par ce froid. L'hiver dans la plaine est bien différent de celui qui colle au sous-bois. Il est plus lumineux, plus franc, moins triste et moins mouillé. Il s'empare de tout sans rechigner. Il fige l'ensemble du paysage dans une pellicule étincelante.
Par moments, Pierre Luisante en ressentait une certaine subjugation qui la laissait sans mouvement dans un courant d'air plus ou moins violent. Pour la tirer de là, la louve se mettait à hurler. Ne se tenant jamais plus loin que quelques longueurs d'arbres, elle veillait sur la créature des bois égarés. Lorsqu'elle l'entendait, Pierre Luisante sortait de son immobilité et marchait dans sa direction. La louve se mettait alors en chemin pour la conduire en un autre endroit de la plaine, parfois juste de l'autre côté d'une butte ou d'un taillis, parfois à plusieurs heures de marche. Quand elle s'arrêtait et tournait vers elle ses yeux jaunes en baissant les oreilles, Pierre Luisante savait que la louve l'avait conduite où elle voulait. Elle ne cherchait pas à l'approcher de plus près, elle s'accroupissait simplement, en signe de soumission. Satisfaite, la louve relevait alors les oreilles et s'éloignait en trottant à une allure que Pierre Luisante n'aurait pas pu suivre. Une fois la louve hors de vue, Pierre Luisante avivait les alentours pour se refaire un habitat temporaire. Bref, en le lisant, je me suis aperçue que c'était un hommage à Caroline, en fait, et à son travail sur les loups. Tout à fait. Tout à fait. Et de son prochain roman, qui a été décalé en octobre, il me semble. Début novembre. Début novembre, oui. Ouais. Le 5. Très bien. J'avais une question un petit peu particulière. J'aurais voulu savoir, quand vous avez découvert le recueil, donc vous ne connaissiez pas les textes respectifs, comment auriez-vous réagi si un texte était contraire à vos principes ou à vos idées? Ça, j'allais dire, moi, il me semble que c'est le jeu sur ce type de projet. Moi, j'ai du mal à voir comment un texte littéraire peut être contre mes principes. Je veux dire, par définition, quand même, la littérature, c'est quand même un terrain de liberté. Alors, si on commence à penser que les textes des copains ou des copines empiètent, je veux dire, à moins qu'il y ait des choses vraiment choquantes, éthiques, morales, vraiment. Et encore, je veux dire, la littérature, elle est là pour ça aussi, pour questionner ces frontières-là. Donc, non, moi, j'ai été plus frappée par les résonances intimes, en fait, d'un texte à l'autre. Et voilà. Et on est plutôt partagé, questionné sur ces territoires-là, en fait. On se connaît pas. Moi, j'ai hâte on doit essayer de faire des rencontres. Alors, je crois qu'on sera jamais toutes là, mais d'abord, on a quand même été mises en présence grâce à nos textes les unes les autres. Et puis, ça donne envie de plus se connaître les unes les autres, sachant qu'on peut être parfois peut-être très déçu ou en tout cas, voilà, des fois, on peut ne pas avoir d'affinité en tant que personne et avoir des affinités dans le travail. Donc, je trouve ça assez excitant. Caroline et Clara, vous êtes sur la même longueur d'onde? Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'avais aussi tellement confiance aussi dans cette impulsion qu'il y a eu dans notre chef de cœur, Lucie. Elle a aussi réuni des sensibilités qui pouvaient avoir des territoires communs, justement. Et c'est un peu un kaléidoscope, mais avec quand même un thème qui résonne assez fortement à travers tous les textes. Donc, c'est ça qui est effectivement étonnant et enthousiasmant. Mais ça revient à la question de départ. J'aime bien ça faire des boucles. Mais ça revient à la question de départ de qu'est-ce que c'est écrire un livre qui n'est pas qu'à soi. C'est-à-dire que, tu sais, souvent, c'est-à-dire que ça m'intéresse à quel point souvent on a ce mythe-là qui n'est peut-être pas qu'un mythe d'ailleurs, mais on a cette idée-là du génie littéraire comme quelque chose qui se fait seul. C'est-à-dire qu'il y a soi dans l'écriture, puis ça se fait comme dans un univers très individuel. Alors que, en fait, ce que ce recueil-là montre, c'est qu'en fait, toujours, parce qu'on voit à quel point tout ça est traversé d'influences, d'échos, même si ce n'était pas des échos réels, si on veut, mais qui étaient des échos d'imaginaire, si on veut. Mais ça montre à quel point on n'écrit jamais, même seul, mais dans un ouvrage. Puis c'est drôle parce que il me semble que dans la plupart des autres formes d'art,
on accepte cette idée-là qu'on crée comme, ben, forcément, si on fait un film, on crée avec plein d'autres gens, mais on accepte cette idée-là qu'il y a que ce soit dans la musique ou qu'il y a des échos. Tu sais, quand on parle de la peinture, ben, on parle souvent d'école alors que dans la littérature, il y a vraiment ça. Après coup, rétrospectivement, on dirait qu'il y a des courants. Mais c'est différent un courant puis une école. Tu sais, il y a vraiment cette idée-là que ça doit se faire. Il y a comme quelque chose qu'on arrive juste à concevoir dans la protection d'une idée du sujet, finalement, comme un ego fermé. Puis, ça m'intéresse, ce travail-là en commun, parce que ce travail collectif, disons, du cœur, parce que ça montre à quel point on est finalement traversé de différentes choses, d'influence, de communication quand on écrit. Fait que ça rejoint tout ça pour dire que ce que je veux dire, c'est que mais qui dit communauté littéraire ne dit pas nécessairement consensus. Fait que même si peut-être que personne n'a eu un refus catégorique, mais parce qu'il n'y avait pas la présomption de consensus total non plus. Donc, il me semble que pour moi, c'est ça l'espace de... C'est juste de répéter d'une autre façon ce que dit Bérengère, mais c'est... pour moi, la littérature, ça nous donne l'opportunité de faire un espace où le dissensus est possible parce qu'on n'est pas dans un rapport politique les uns aux autres. Donc, autrement dit, quand on est... Pour moi, là, c'est ma position qui n'est pas forcément une position populaire à cette époque-ci, mais je crois vraiment à l'idée d'un espace littéraire qui soit... Ça ne veut pas dire que cet espace-là n'a pas un pouvoir politique. Ça ne veut pas dire qu'il est désincarné, mais il permet d'avoir un rapport aux choses, un rapport au sujet, un rapport au réel qui est déplacé. Donc, dans cette idée-là, ben, on se donne aussi la permission de pouvoir éprouver le dissensus sans que ça soit nécessairement un conflit. Parce que c'était votre question de est-ce que ça vous aurait choqué? Mais moi, je veux dire, j'espère être déplacée dans ma perspective. J'espère être déstabilisée. Quelle réflexion pertinente. Oui. Oui. Martine? Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette passionnante rencontre. J'avais une question plutôt pour Yves. Je voulais savoir quelle a été votre réaction à la réception des différents textes. Et on a beaucoup parlé d'écho, de résonance entre eux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris justement de trouver cet écho parmi ces textes d'autrices très différentes? Moi, je me retrouve tout à... Tu m'entends ou pas? Vous m'entendez? Oui, oui. Je me retrouve tout à fait dans ce que disait Clara, c'est que sur ce recueil-là, on avait avec Lucie établi, bon, comme on a dit, quelques consignes, quelques contraintes, mais on avait aussi vraiment envie que ce soit avant tout un espace de liberté autour de ce questionnement de l'étrange et du féminin. Donc quand on a reçu les textes, ce qui était intéressant aussi, c'est que tout le monde, que ce soit Bérengère, Caroline, Clara, on savait un petit peu dans quelle direction ça allait aussi. Donc, on a eu... dès le départ, on savait quand même ce qui allait se passer. Moi, ce qui m'a vraiment effectivement surpris, c'est qu'il y a effectivement des univers qui sont très différents, qui font appel à un héritage littéraire assez différent selon les auteurs qui ont participé au recueil, mais on a cette sensation d'effet de miroir qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et ça a été aussi quand on s'est posé la question de comment agencer le recueil. Parce que l'idée de base, c'était de se dire, bon, on fait un truc par ordre alphabétique, on ne se prend pas la tête. Et tout de suite, avec Lucie, c'était aussi comment coordonner cet ensemble pour qu'on ait cette sensation à la fois de rythme et de dialogue de texte avec les autres textes. Je pense, en tout cas, voilà, c'est toujours compliqué d'avoir un recul, mais en tout cas, quand je vous entends en parler, etc., j'ai l'impression que l'agencement des textes joue beaucoup aussi cette sensation de cohérence dans le recueil. Ça répond aussi à l'agencement de ton catalogue, Yves, où les textes peuvent se répondre parfois dans les mêmes collections. Oui, ça c'est quelque chose effectivement qui nous intéresse depuis le début quand on a créé la Maison de l'Histoire. Rita? Oui, alors ma question est pour Caroline. Parmi les nombreux passages d'ailleurs captivants et intrigants que j'ai marqués, vous nous parlez des femmes qui se taisent et qui prient. Donc encore une fois, est-ce que vous
On t'entend mal, Rita. Oui. Ouais, ça coupe trop. On t'entend pas. On t'entend pas du tout. Parler un petit peu plus, c'est que comment peut-on, doit-on interpréter ce passage? Est-ce que Naïs est aussi voix comment? On t'entend pas du tout en fait. On a entendu le début et la fin de la question, mais pas le cœur. Non, non. Non, Rita, reconnecte-toi. Et là? Je réussis? Non, non, toujours pas. Je... Reconnecte-toi, reconnecte-toi, Okay. Rita. Je réessaye. Ok, ça marche. Stéphanie? Je voudrais juste vous dire que je vais devoir vous quitter, malheureusement. Oui, c'est la dernière question. C'était la dernière question. Mais oui, bien sûr, Caroline, aucun problème. Moi, je voudrais juste savoir quels sont vos fantômes féminins. En fait, il y en a certains dans les nouvelles qu'on a croisées, donc Marie Shelley ou bien bon, voilà, les Sœurs Brontë. Et il y a certaines nouvelles qui ne sont pas traversées forcément par des fantômes, mais quand même qui vous habitent. Et je voudrais savoir quelles sont vos influences en littérature. Par exemple, Bérangère tout à l'heure qui disait qu'elle ne lit pas beaucoup d'auteurs contemporaines. Donc, quels sont les auteurs, autrices que vous lisez chacune? Et peut-être commencer par Caroline, comme qu'on libérera juste après. Oui, je vais répondre un petit peu par rapport à cette nouvelle-là précisément. Les fantômes, disons, qui habitent un petit peu, qui m'ont accompagnée pendant l'écriture de cette nouvelle, ce sont les créatures des mythes, en fait, beaucoup. Parce que justement, j'ai essayé d'explorer cette dimension cosmique que tout à coup peut prendre un événement climatique et donc un événement climatique qui convoque la totalité du cosmos. Et ça, c'est vraiment typiquement c'est ce qu'on retrouve dans les créatures mythologiques, dans les dieux, les déesses, les nymphes, toutes les créatures un peu qui peuplent les mythes grecs notamment. Et voilà, donc il y a des créatures mythologiques au féminin, mais pas seulement, masculines aussi, qui m'ont accompagnée pendant l'écriture. Voilà, je répondrai comme ça à cette question et j'en profite pour vous saluer. J'ai passé un très agréable moment avec vous. J'étais très heureuse de faire la connaissance de mes co-autrices et je crois qu'on se retrouve bientôt à Paris. À la librairie 1000 pages, c'est ça? Voilà. Je suis de vous quitter là maintenant, mais voilà, il faut vraiment que je vous... Bien sûr, aucun problème. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Anthony. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Clara et Bérangère, sur les auteurs fondateurs, entre guillemets. Ouais, moi, sur les auteurs fondateurs, moi, je pratique Henri Michaud. Alors, pas tous les jours, mais enfin, voilà, depuis que j'ai 20 ans, c'est un poète que je lis pas mal. Enfin, je le lis pas, ouais, je le lis pas tous les jours, mais je veux dire que ça fait vraiment partie des auteurs auxquels je reviens régulièrement, notamment au moment critique, que ce soit dans ma vie ou dans mon écriture. Après, ouais, voilà, ouais, dans les auteurs contemporains. Alors d'abord, c'est aussi l'avantage de ces projets-là et des salons, et c'est peut-être aussi ce que j'avais envie de dire tout à l'heure sur les deux dernières questions, c'est le côté... Au début, quand on va lire les textes, on les lit de façon presque un peu technique, en fait, comme dans n'importe quel métier entre collègues. Et c'est super important ces temps d'échange aussi après, parce que justement, en fait, ça fait résonner d'autres choses. On s'éloigne un peu de nos lectures et le côté politique, j'allais dire, il se joue après. Il ne se joue pas dans l'atelier de l'écriture. Il se joue dans les discours qu'on développe autour de ça après.
Et voilà, donc c'était pas la question la dernière. Et sur les auteurs, mais parce que j'ai un rapport moi aussi comme ça, un peu comme Caroline, un peu alors, du fait d'avoir écrit sur les cultures autochtones, j'ai beaucoup traîné dans les sciences humaines et surtout les récits, les mythes, les contes souvent anciens et tels qu'ils sont réappropriés aujourd'hui par d'autres personnes. Mais voilà, si je devais citer un auteur ou deux, là, moi, il y a Marc Graciano chez Corti que j'aime vraiment énormément. Et le texte, il y a des choses assez proches sur le dernier texte de Marc Graciano sur l'ours. Voilà, je pense qu'on est je suis dans cette veine-là aussi. On ne le fait pas exprès, mais on est dans les veines d'autres gens. Veiné de noir. Ouais, c'est ça. C'est une belle image. On n'arrête pas de se répéter, c'est fou. C'est bon signe. C'est bon signe. Oui, je pense que j'ai beaucoup d'heureux fantômes, mais je pense que vous avez posé aussi la question des figures féminines. Je pense que pour moi, c'est comme l'écriture, c'est un peu le seul endroit où j'ai l'impression d'arriver un peu à exister dans le monde. Je pense que c'est Sebald, sur qui j'ai écrit ma thèse en littérature, qui disait, tu sais, c'est souvent les écrivains ont cet état en commun avec les malades pathologiques mentaux, finalement, d'avoir un défaut du moi, tu sais, d'avoir un défaut constitutif du moi. Donc, c'est certainement mon cas. Mais donc, je pense que pour moi, il y a des figures d'écrivaines comme ça chez qui j'ai l'impression, dans les livres desquels j'ai l'impression qu'il y a une force d'existence qui est comme plus fort, justement, que l'existence qui est possible dans la réalité. Donc, il y a quelque chose dans l'écriture qui arrive à vraiment exister. Puis c'est des voix qui sont présentes pour moi, je pense toujours quand j'écris de façon plus ou moins consciente, mais qui me rappellent à l'ordre, si on veut, d'aller plus loin dans l'existence. Donc, que ça soit, pour moi, ça a été Duras, qui est comme la Bible, si on veut, mais qui est comme probablement celle qui serait le plus, dont la voix est la plus péremptoire dans cet ordre dans cette sommation. Mais il y a aussi, que ça soit des écrivaines comme Chloé Delhomme, comme Catherine Mavroukakis, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une écrivaine montréalaise qui est une grande amie à moi, qui a été ma directrice de mémoire, de thèse, qui est mon mentor finalement. Puis c'est des femmes qui m'ont... Et c'est des voix avant d'être des femmes, mais c'est des écritures qui m'ont donné l'impression que ça, c'est possible. Tu sais, qui ont fait comme... Pour moi, c'est la raison pour laquelle je lis, mais c'est des écritures qui ouvrent des pièces, tu sais, qui dans l'espace, dans la possibilité de ce que c'est exister, dans la possibilité de ce que c'est écrire. C'est comme, on lit ces œuvres-là, puis c'est comme, on peut exister comme ça aussi. On peut, tu sais, c'est ça qu'ils arrivent à créer dans la langue. C'est comme, on peut exister comme ça. Puis chez ces écrivaines-là, il y a quelque chose de Marie-Vieux-Chauvet, il y a quelque chose de ces écritures-là où il y a comme une force d'existence, c'est-à-dire c'est comme si par la littérature, ça ne veut pas dire que ce sont des femmes qui avaient cette force d'existence-là dans leur vie, mais dans la littérature, il y a quelque chose de ces voix-là, de ces écritures-là qui travaillent le réel de sorte à... Elles obligent le réel à leur faire une place. Puis pour moi, je pense que c'est ça le grand besoin de la littérature pour moi. Donc, je pense que c'est ces écritures-là qui m'habitent aussi ou qui me hantent pour me rappeler aussi. C'est ça pour me rappeler à... C'est à ça que je dois travailler. C'est un peu pour me rappeler à l'ordre, dans un sens. Si personne n'a d'autres questions, il est temps de nous quitter, à regret, bien sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque lecteur qui vous lira trouvera votre ouvrage plutôt vénéneux et se laissera totalement happer par vos univers respectifs. Et je finirai peut-être par cette phrase de Lucie Help dès le début du livre qui dit que ce recueil est un plaidoyer pour l'obscurité, pour la sorcellerie, la littérature, ce morceau de nuit qui a toujours une longueur d'avance.
cette dernière phrase est plutôt révélatrice de ce recueil et je la trouve parfaitement adaptée. Merci infiniment à toutes les trois et à Yves d'avoir organisé cela et à Lucie, malheureusement, qu'on n'a pas pu avoir totalement, mais c'est quand même l'instigatrice également de ce recueil. Alors, merci à tout le monde d'avoir pris le temps de nous recevoir et surtout d'avoir échangé avec nous. Merci à vous. C'est chouette cette première rencontre aussi autour du livre. Merci. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Salut.